Donc bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir la suite du cours sismique réfraction. Donc la fois passée on avait une schématisation du principe de la sismique réfraction. On a parlé de sources et de récepteurs géophones. D'accord. Donc on a dit que pour la source c'est une source d'ondes acoustiques. C'est les ondes P et les ondes S qui vont être envoyées à ce niveau. Ce type d'onde va parcourir la première couche à un certain angle que je vais noter I, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'onde incidente, d'accord? Cette onde arrivée à la deuxième couche, ici, à l'interface, elle va être soit réfléchie, soit transmise, soit réfractée. Et on a vu le cas de l'onde réfractée. Donc je reviens au schéma premier. Donc l'onde directe arrive à l'interface entre les deux couches. Elle est soit réfléchie, soit transmise. D'accord? Et lorsqu'elle est transmise à un certain angle. Si j'augmente l'angle d'incidence, le I, ici je vais l'augmenter, l'angle de transmission va augmenter jusqu'à arriver à 90 degrés. Lorsque l'angle de transmission va arriver à 90 degrés, d'accord, on aura ce qu'on appelle une réfraction totale. D'accord? Une réfraction totale, elle est schématisée ici. Donc là, on a une réfraction totale. Donc l'onde, elle arrive ici à l'interface. Elle va marcher le long de cette interface, ensuite remonter. On appelle ça une réfraction totale. D'accord? Ici, on a donné la condition de Snell-Descartes. D'accord? Donc, la loi de Snell-Descartes, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Snell-Descartes? Elle dit que sinus... bon, je vais mettre je vais agrandir ça. Je vais la mettre dans une nouvelle diapositive. D'accord? Pour que ça apparaît bien pour vous. Donc, vous me dites si vous arrivez à voir. Bien sûr, ici, j'ai oublié une chose, ici. Très bien. Cette équation, elle vient ici. D'accord? Donc ici, condition de réfraction. On a dit que si on augmente l'angle d'incidence I, alors l'angle de l'onde transmise, donc R2 c'est l'angle, donc ici je vais écrire angle de l'onde transmise, d'accord, va atteindre une limite de 90 degrés et on l'appellera on l'appellera réfraction totale, d'accord. On appellera cette modalité de réfraction totale, et on peut écrire alors sinus IC, d'accord, le I1 devient IC, critique, pour IC veut dire angle critique, d'accord. Donc ici on peut noter ici, on va écrire ici, donc avec IC, je vais faire une insertion, d'accord. Donc ici, je vais écrire IC angle critique, pour lequel la réfraction est totale. D'accord? Donc ici, si sinus IC sur VP1 est égal à 1 sur VP2, donc je peux noter sinus IC comme ça. Sinus IC est égal à VP1 sur VP2. Et comme le sinus il est compris entre moins 1 et plus 1,
Donc, on aura par conséquence la vitesse du milieu 2 doit être supérieure à la vitesse du milieu 1 pour que la réfraction soit totale. D'accord? Donc, je vais dire ici, donc, si le milieu 2 a une vitesse inférieure au milieu 1, d'accord? Ici, lorsque je dis milieu 2, ça veut dire le milieu qui est un peu plus bas, d'accord? Le milieu 1, c'est le milieu qui est en haut, d'accord? Donc ici, je peux écrire ici, je vais faire une insertion, je vais écrire ici, milieu 1, d'accord? Attendez, milieu 1. Je vais le mettre avec une couleur. Ici, vous avez le milieu 1. D'accord? Et ici, vous avez le milieu 2. D'accord? Pardon. Je peux dire, au lieu de dire milieu, je peux dire couche. D'accord? Milieu, ça veut dire de la matière. D'accord? Très bien. Donc ici, je reviens à notre raisonnement. On était ici. Donc, si le milieu 2 a une vitesse inférieure au milieu 1, la réfraction totale, d'accord? La réfraction totale ne peut s'opérer. Est-ce que vous avez compris? Donc, la condition de réfraction, il faut que la vitesse du milieu qui est en dessous soit supérieure à la vitesse du milieu qui est un peu plus bas. D'accord? Qui est en dessous. Donc vous avez deux milieux. Et ici vous avez le milieu 1 avec une vitesse V1. Ici vous avez le milieu 2 avec une vitesse V2. Vitesse de l'onde P. D'accord? Ici, si V2 est supérieur à V1, on peut espérer avoir la réfraction. Si V2 est inférieur à V1, on ne peut pas avoir la réfraction. Pourquoi? C'est à cause de cette condition, parce que le sinus il est compris entre moins 1 et plus 1. D'accord? Donc, on a développé aussi le temps de parcours de l'onde. D'accord? On a dit que le temps de parcours de l'onde, c'est le temps de ce point vers ce point, et de ce point vers ce point, et de ce point vers ce point. On a démontré ça. Donc on a mis ici A. Ici on a mis... allez, ici on a mis B. Et ici on a mis C. Et ici on a mis D. Donc le temps total, c'est le temps de A vers C, plus le temps de C vers D, plus le temps de D vers B. D'accord? Et bien sûr, on a calculé le temps, par exemple, de A vers C. On a dit que c'est L, c'est cette distance L, sur la vitesse du milieu, du premier milieu, milieu 1. D'accord? Ensuite, CD, donc c'est la distance, cette distance X2, sur la vitesse du deuxième milieu. Souvenez-vous, pourquoi je ne prends pas ici V1, j'ai pris V2, parce que regardez ici, cette onde ici, elle est transmise. D'accord? Lorsqu'elle arrive à 90 degrés, pour nous, elle était déjà dans le deuxième milieu. D'accord? Donc ici, on va dire que cette onde, elle est issue du deuxième milieu, d'accord? Donc elle reste dans le deuxième milieu. Ensuite, vous avez aussi le temps de D vers B, d'accord? C'est L aussi sur V1. Donc j'aurai deux fois
L sur V1 plus X2 sur V2. D'accord? Donc, le schéma du temps, ici, on peut le représenter ici. Vous avez ici l'onde directe. L'onde directe, elle est ici. C'est celle-là, du point A vers le point B. On peut la représenter ici. Attendez. Avec une flèche. Je vais agrandir cette flèche. Je vais rajouter de l'épaisseur. D'accord? Je vais lui donner une autre couleur. Un peu plus sombre peut-être. Voilà. Vous voyez cette onde? Du point A vers le point B, elle est à la surface. On l'appelle l'onde directe. D'accord? Elle passe directement du point A vers le point B. Donc ici, sur le schéma, elle est en vert. D'accord? Ensuite, vous avez l'onde du point, on va dire l'onde conique. D'accord? Vous avez l'onde conique. L'onde conique, en fait, je ne sais pas comment la représenter ici, mais elle vient d'un point ici vers un point ici. Elle passe par la directe, par un point qu'on peut l'appeler point de brésure. D'accord? Donc on peut la voir ici aussi. D'accord? Un autre schéma. Donc vous avez ici le point A, vous avez ici le point B. Donc de A, je répète, de A vers C et de D vers B, d'accord? Vous aurez ce schéma. Jusqu'ici. Donc c'est cette droite. Donc cette droite, elle continue ici. Elle représente le trajet AC plus DB. Je répète, cette droite, ici, d'accord? Je peux la mettre en couleur. On va faire la couleur. D'accord? Cette droite, je vais augmenter l'épaisseur. Je vais la mettre en couleur verte par exemple, ou jaune, comme vous voulez, aller en vert. D'accord? Donc cette droite en vert, elle représente le temps d'aller de ce point, de ce point A vers ce point C et de ce point D vers ce point B. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Et cette droite ici, d'accord? Elle représente cette distance x2. Donc du point C vers le point D. D'accord? Donc ici, je vais mettre cette nouvelle droite. Regardez, elle commence juste ici, d'accord? Elle commence juste ici, sur ce point. C'est un point particulier, justement, on va en parler. D'accord? C'est un point important. Je vais la mettre en rouge. D'accord? Je vais augmenter l'épaisseur, comme ça, elle va apparaître mieux. D'accord? Donc c'est cette droite en rouge. Elle représente le temps de parcours de l'onde du point C vers le point D. D'accord? Et elle est dans le deuxième milieu. Donc la pente de la droite A vers C et de C vers D. Donc je suis dans le premier milieu. J'ai une pente 1 sur V1. Donc la pente tangente alpha est égale à 1 sur V1 parce que vous avez ici le temps et vous avez ici la distance. Donc si je divise
le temps par la distance, c'est l'inverse de la vitesse. Donc j'aurai 1 sur V1. D'accord? Donc cette pente représente 1 sur V1. Et elle a une pente 1 sur V1. Et cette droite, elle a une pente 1 sur V2. D'accord? Donc ici, je peux déjà, du graphe, en déduire la vitesse du premier milieu et la vitesse des ondes P dans le deuxième milieu. D'accord? Maintenant, il reste à découvrir l'épaisseur de cette couche V1, la couche qui a une vitesse V1. D'accord? Comment en déduire l'épaisseur? Donc je viens ici, vous avez justement toute une démonstration, d'accord? Donc A, C, ici le point B, je l'ai remplacé par S, d'accord? C'est la même chose, d'accord? Vous avez toute une démonstration, donc vous avez le temps de A vers S, d'accord? Est égal le temps de A vers C, de C vers D, et de D vers S. Ici, si vous voyez cette barre, ça veut dire que c'est une mesure algébrique. D'accord? Donc, elle peut être positive ou négative. D'accord? Pardon. Ici, on va avancer. Donc, vous aurez donc C sur D. Pardon, CD sur V2. Donc, c'est cette distance. D'accord? Plus 2 fois A fois C, parce que cette distance et cette distance, c'est la même, parce que vous avez le même angle ici. J'ai remplacé l'angle IC, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais écrire ça, pour garder... D'accord. Donc ici, j'ai remplacé le point B, je l'ai remplacé par S. Donc, on a remplacé la notation. La notation. J'aurais dû faire B ici, d'accord? B par S, d'accord? Et l'angle IC, et IC, c'est l'angle I12, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc 1, 2, c'est... Bon, on va l'écrire ici avec sous forme d'équation, c'est mieux. D'accord? Donc ici, vous avez IC, c'est l'angle I12. Donc ici, I. Ici, on a dit que c'est l'angle critique. D'accord? Pourquoi je l'ai appelé I12? Parce que c'est l'angle critique pour les deux milieux. D'accord? Très bien. Donc ici, regardez, on est arrivé à cette relation. C'est la même que ici. Sauf ici, j'ai appelé AC, je l'ai appelé L. D'accord? Et CD, je l'ai appelé X2. Donc c'est la même chose. D'accord? Donc, pardon. Donc ici, ça c'est L, c'est le petit, pardon, c'est X2, et ici c'est le petit L, d'accord? Donc, c'est le même raisonnement, d'accord? Il faut suivre le raisonnement. Vous avez AC, il est égal à quoi? Si je prends cosinus I2, donc I2, je le retrouve ici, d'accord? C'est H1 sur AC, d'accord? Donc, d'où AC est égal H1 sur cosinus I12. D'accord? Donc ici, je peux l'écrire ici, regardez. Je vais insérer une formule. D'accord? Je peux l'écrire ici. Je peux écrire que cosinus I12 d'accord, est égal à quoi? Est égal à le cosinus, donc à H1
Donc il est égal à H1 divisé par ce segment qui est AC. D'accord. Donc ici, donc de cette relation, on a tiré le AC. AC est égal à H1 sur cosinus IC. Vous voyez, donc ici, vous avez l'angle, c'est le même angle ici. D'accord. L'angle ici, je répète, l'angle ici. Attendez, je ne sais pas comment faire la rotation. Donc, tournez ça. Allez, je vais l'enlever, pardon. Donc, cet angle-là, je vais prendre ça. Je vais le mettre en noir, comme ça vous pouvez le voir. Cet angle-là ici, d'accord, c'est aussi IN2, d'accord. Donc je réduis la taille. Voilà, là je peux tourner. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? Donc cet angle-là et cet angle-là est le même. D'accord? C'est deux angles qui sont internes. D'accord? Très bien. Donc cet angle-là, IN2, si je prends son cosinus, donc vous avez le côté adjacent, c'est H1, divisé par AC. Donc cosinus IN2 est égal à H1 sur AC. D'où AC est égal à H1 sur cosinus IN2. Maintenant, pour le CD, CD c'est AS, c'est toute cette distance AS que je dois lui enlever cette partie. Cette partie, c'est 2H1 tangente IN2. Pourquoi? Parce que si je prends la tangente IN2, donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. D'accord? Je vais écrire tangente. Allez, je pense que ça existe ici, tangente. Ah, ça existe sous une autre forme. Donc je vais écrire tangente IN2. Va être égal à quoi? Tangente IN2. Donc c'est cette distance, d'accord, sur H1. Donc le côté opposé sur le côté adjacent. D'accord. Donc je vais l'écrire. Très bien. Donc je vais l'écrire. Je vais l'appeler cette distance. Donc A, B, C, D. Je vais l'appeler E. Ce point, je vais l'appeler E. Donc c'est EC. D'accord. Sur H1. D'accord. Je vais le mettre ici. D'accord. Et je vais appeler ce point E. D'accord. Donc ce point, je vais l'appeler E. Et je vais appeler aussi ce point ici. Je vais l'appeler F.
Vous me dites, monsieur, on ne le voit pas. Je vais vous montrer le point F. D'accord? Donc, je m'excuse. Donc, si je prends ici une droite discontinue ici, et je descends, hop, comme ça, vous allez voir le point F. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir le point F? Le point F, il est ici. D'accord? C'est ce point. Donc, pareil ici. Vous avez le même angle ici. D'accord? C'est le même angle ici. C'est l'angle I12. On va le retrouver ici. D'accord? Donc, ici, tangente I12, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, est égal à EC sur H1. C'est égal aussi à quoi? À DF sur H1 aussi. D'accord? H1. Ici, je vais... Attendez. Donc, j'écris H1 correctement. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, si je veux ce côté EC ou ce côté DF, ils vont être égaux. Et ça va être égal à H1 tangente I12. Donc, j'aurai H1 tangente I12 ici, H1 tangente I12 ici, 2 fois, moins 2 fois H tangente I12. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Parce que moi, je cherche CD, ça va être AS moins EC moins DF. D'accord? Donc, je réécris ici. Je réécris. Je vais l'écrire ici. Pardon. Donc vous avez, on a dit que vous avez CD, d'accord, est égal à quoi? Est égal à AS, que je vais lui soustraire EC, d'accord? Et je vais lui soustraire aussi quoi? DF. D'accord? Je vais l'écrire ici. Donc vous avez deux équations. Vous avez celle-là et celle-là. Donc si je remplace EC, DF ici, vous aurez AS moins tout ça. Très bien. Maintenant, arrivé à ce stade, d'accord? Je vais remplacer ici on va dire dans l'équation ici, dans cette équation, je vais remplacer le AS, d'accord? Je vais remplacer la tangente. Oui. D'accord, ok. Je m'excuse. Très bien. Donc, je reviens. Donc, on est arrivé à CD est égal à AS moins 2 fois H1 tangente I12. Regardez, CD, il est dans cette relation ici. Donc, je vais remplacer dans la relation 3. Donc, ici, ça va être AS sur V2 moins 2H, 2H1 sur tangente I12. D'accord? Et ici, pareil, le AC, je vais le remplacer ici. Ça va être 2H1 sur cosinus I12. D'accord? Donc, lorsque je remplace ici, j'aurai cette quantité. Et lorsque je remplace ici, n'oubliez pas que le AS, d'accord?
c'est la distance en surface, d'accord? Ce qu'on appelle la distance en surface. Et je vais la noter x, c'est 1. D'accord? Je vais la noter x, c'est 1. Donc x, c'est 1. Donc AS est égal à x, c'est 1. On va l'écrire ici. D'accord? Donc on va l'écrire ici. Avec AS est égal à quoi? On a dit à x, c'est 1. Donc si je remplace tout ça, ça, donc dans cette relation 3, j'aboutis à la relation numéro 4. D'accord? J'aboutis à la relation numéro 4. Donc, je suis dans la relation numéro 4. Je continue mon développement. Donc, je vais reprendre cette relation ici. Je vais la mettre ici pour comparer. D'accord? Donc, vous avez x1 sur v1, il est ici, est égal à 2h1 cosinus in2 facteur de 1 sur v1, vous l'avez ici le 1 sur v1, d'accord? Et vous avez ici la tangente, in2, je peux l'écrire sinus sur cosinus, d'accord? Je peux l'écrire tangente ici, je vais faire ça. Attendez, je vais descendre ça. Je vais descendre. Attendez. Donc ici, je peux écrire aussi. C'est pour ça que j'aime pas les retardataires. Ça perturbe le cours. D'accord? Donc je peux écrire ici. Pardon. On va le refaire, l'insertion ici. Donc je peux écrire tangente. Tangente in2. Donc, tangente I12 est égal à quoi? Est égal à sinus I12 sur cosinus, d'accord, I12. D'accord? Si je remplace ici la tangente par sinus I12, cosinus I12, j'aurai le cosinus I12 qui va être en bas. D'accord? Donc, je peux le mettre, je peux mettre 2h cosinus I12 en facteur et ça va donner ça. D'accord? Il va rester x2 sur v2. Donc, j'aboutis à la relation numéro 5. En isolant x1, xc1, donc moi je cherche le xc1. Et en remplaçant sinus I12 par V1 sur V2, ça on l'a vu ici au départ. D'accord? Sinus IC, d'accord? On a dit que le sinus IC on l'a remplacé par I12. D'accord? Donc sinus I12 est égal à V1 sur V2. D'accord? Donc je reviens ici. Et cosinus I12 par ça, d'accord? On vous dit car le sinus I12 au carré plus cosinus I12 au carré est égal à 1. Donc si on remplace dans la relation 5, on va aboutir à cette relation. D'accord? Si je vais ici prendre ce V2
on va dire, je vais ici avoir le même dénominateur. Donc ça va être V2 moins V1 sur V1 fois V2, d'accord, est égal à 2H1, d'accord. Ici, j'ai multiplié ce V2 à l'intérieur. J'ai distribué ce V2. Donc, lorsque je distribue ce V2, j'aurai ici V2 sur V1 et ici V1, V2 sur V2 au carré. Le carré avec le V2 vont se simplifier. D'accord? Donc, j'aurai cette relation. Et enfin, j'aurai à... bien sûr, avoir le même dénominateur ici, d'accord? Donc je vais les sommer, je vais arriver ici à cette relation, d'accord? Je vais arriver à cette relation, bien sûr il y aura un 2 qui va venir de ce côté, d'accord? De ce côté, d'accord? Et bien sûr, ici, si on multiplie par le conjugué, on va dire par la racine, par cette racine en haut et en bas, d'accord, on va aboutir à ce résultat. Et enfin, donc je peux obtenir le H1, parce que c'est le H1 que je cherche. Donc ça va être sous cette forme que je peux simplifier vers la fin sous cette forme. D'accord? Donc le H1 de la première couche, l'épaisseur de la première couche ici, on va revenir. Cette première couche, elle a une épaisseur H1, d'accord? Donc cette épaisseur, elle est calculée par cette relation. Donc l'équation précédente, cette équation, elle peut aussi s'écrire sous cette forme en utilisant seulement la distance en surface et l'angle d'incidence. Ici, c'est en utilisant les vitesses et la distance en surface, d'accord? Par contre ici, c'est en utilisant la distance en surface et l'angle d'incidence. Donc la distance en surface, je vous rappelle, c'est cette distance AS. D'accord? C'est cette distance AS. Très bien. Donc, ça c'est... On a trouvé le H avec ce qu'on appelle la technique des distances critiques. En utilisant la technique des distances critiques, on a pu obtenir le H ici. D'accord? Il est là. D'accord? Il y a une deuxième technique. D'accord? Ce qu'on appelle la technique des temps d'intersection. Donc, on travaille juste avec les temps. D'accord? Je vous laisse à revoir ce développement chez vous. Je vais vous envoyer le PowerPoint. D'accord? Je vais vous envoyer le PowerPoint. Sinon, on peut l'expliquer rapidement. Regardez. Vous avez TC1. D'accord? Je vais accepter vos camarades. Donc, je répète. Vous avez TC1. D'accord? Le temps ici, sur le graphe. D'accord? Ce temps-là, qui correspond à ce point, le point de brisure, on l'appelle le point de brisure. Et cette distance XC1, c'est la distance pour laquelle la réfraction opère. D'accord? Regardez le schéma ici. Vous avez donc de A vers B les géophones. Donc l'onde, elle va de A vers C, de C vers D, de D vers S. D'accord? Donc cette distance-là, d'accord, est appelée, donc on la note XC vers le S, vers le point S, on la note AS, on la note XC1. D'accord? Ici, vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous avez le schéma ici? Parce que ici, dans le cas où la source va devenir dans le point B et les géophones de ce côté, d'accord, vers le point A. Donc si on inverse le dispositif, on aura aussi ce graphe-là, d'accord, qui va être symétrique par rapport au graphe du départ, au graphique du départ, d'accord.
Très bien. Donc, on est arrivé au calcul en utilisant les temps critiques. D'accord? Donc, TC1 va être égal à TAC plus TCD plus TDS. D'accord? Donc, ça va être le temps. Donc, ça va être le temps, je répète, TAC plus TCD plus TDS. D'accord? On va le voir ici. Très bien. Selon la relation 4, donc on va revenir à la relation 4. La relation 4, elle est ici. D'accord? On l'a vu tout à l'heure. Donc on a on a cette relation. C'est la relation 4. D'accord? On peut écrire le TC1 comme ça. D'accord? Comme on peut l'écrire sous cette forme. D'accord? Bien sûr, il n'y a rien de changé. C'est juste que j'ai déplacé ce X1 V2 ici. D'accord? Et ce 2H1 cosinus I1 de V1 ici. J'ai juste, vous savez, l'addition, elle est commutative. D'accord? Très bien. Ensuite, en remplaçant V2 par V1 sur sinus I1,2, donc si je remplace ce V2 par V1 sur sinus I1,2, souvenez-vous, je vais l'écrire ici. Souvenez-vous, sinus donc, pardon, souvenez-vous, sinus I1,2, d'accord, est égal à quoi? Est égal à V2 sur V1, d'accord? Donc est égal à V2 pardon, à V1 sur V2. On va confirmer ici, au départ. On a vu la condition de Snell-Descartes, ici. Voilà, donc sinus I1,2 est égal à V1 sur V2. D'accord? Donc ici, on revient. Donc vous avez cette condition, donc condition de Snell-Descartes. Donc ici, on peut l'écrire, condition de Snell-Descartes. D'accord? C'est la loi de Snell-Descartes qui m'oppose ça. D'accord? Très bien. Snell avec S majuscule et Descartes, bien sûr, avec un D majuscule. Très bien. Donc ici, si je veux le V2 c'est V1 sur sinus I1,2. D'accord? Je le remplace ici et ça va donner cette relation. D'accord? Très bien, nous aurons cette relation. Et si on continue le développement, on va, par simplification, avoir TC1 est égal à XC1 sur V2. Donc, ici, on aura le 2H1 cosinus sur cosinus I1 de V1, ça va être en commun ici, d'accord? Donc je peux développer comme le sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Donc si je remplace dans la relation cette relation 7, d'accord, j'aurai ici cette formule de cette façon. Elle va être de cette forme. Pourquoi? Parce que le sinus au carré, ici le sinus au carré va être égal à 1 moins cosinus au carré. D'accord?
Si je remplace, je vais aboutir à cette relation. Ensuite, le carré avec le cosinus vont se simplifier et je vais avoir cette relation vers la fin. Enfin, si j'ai cette relation vers la fin, je peux tirer le H1. Donc le H1, bien sûr avec quelques simplifications, donc, va être, donc la relation 8 représente l'équation d'une onde droite. D'accord? Donc c'est l'équation d'une droite, pardon. Et cette droite, elle a une pente 1 sur V2. C'est cette pente. D'accord? Plus B. Le B, ça va être ce point. Donc c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et d'ordonnées d'origine 2H1, cosinus tout ça, sur V1. Le temps d'intersection T1. D'accord? À x égale 0. Donc si je remplace x par 0 ici, va être égal à ça. Et de là, nous pouvons calculer le H1, d'accord, grâce au temps d'intersection sur les ordonnées. Donc H1 va être égal à T1 V1 sur 2 cosinus 1 I2. Ou encore, on peut l'écrire de cette façon, bien sûr, avec les vitesses seulement. Donc vous voyez, donc il y a deux façons de trouver ce H1. La première en utilisant la technique des distances critiques et la deuxième en utilisant la technique des temps d'intersection à l'origine. D'accord? Donc ici, je vous montre un schéma. Regardez le graphique. Si vous avez un terrain qui représente une hétérogénéité ici, d'accord? Donc, je m'excuse un moment, d'accord? J'accepte votre camarade. Je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Regardez, vous avez ici une hétérogénéité locale. Donc, une remontée d'interface. Donc, si je fais la directe, elle me donne cette droite. Et la conique, ce qu'on appelle l'onde réfractée, la conique, elle me donne cette droite. Ça, c'est les géophones. Et ça, c'est les enregistrements. D'accord? Donc, ici, si je vais représenter on va dire, ça sur le graphique. Donc, l'onde directe, elle est en rouge ici. L'onde réfractée, elle est en bleu ici. D'accord? Et ce point, ce qu'on appelle le point de brésure. Et ça, c'est le point de tout à l'heure qui correspond à T1 ou qui correspond à H, d'accord? Que je vais trouver, d'accord? Le temps qui correspond à H. Et la pente de cette droite, c'est la 1 sur la vitesse du premier milieu. La pente de cette droite, c'est 1 sur la vitesse du deuxième milieu. On voit bien cette hétérogénéité sur le graphique, d'accord? Et on appelle ça effet surdélai. Donc c'est un surdélai, d'accord? Donc le surdélai est dû à cette hétérogénéité locale, d'accord? Donc ça c'est juste pour donner une observation. Donc ici, regardez la technique. Donc vous envoyez des ondes, elles vont être réfractées, collectées par les géophones, enregistrées dans le sismographe ou dans le camion laboratoire, d'accord? Ça va vous donner une section sismique de cette forme. Et bien sûr, il y a des logiciels qui vont traiter cette section sismique. On peut voir ici l'onde réfléchie, on peut voir ici l'onde directe, c'est celle-là, c'est l'onde directe. Et on peut voir l'onde réfractée, c'est celle-là. Donc l'onde réfractée, c'est celle-là. La réfléchie, c'est celle-là. Donc c'est la première arrivée, c'est la directe. La première arrivée, c'est la directe. La deuxième arrivée, c'est la réfléchie. Elle est ici, la réfléchie. Et la troisième arrivée, c'est l'onde réfractée. Elle est ici. Bien sûr, ça, c'est les ondes de surface. C'est les ondes de Rayleigh et de Love. On ne peut pas les utiliser. D'accord? Donc ici, je vous donne un schéma pour une multicouche, d'accord? Lorsque vous avez plusieurs couches, vous pouvez avoir
la première couche elle a une vitesse V1, donc la pente de la droite ça va être 1 sur V1, la deuxième couche 1 sur V2, d'accord. La troisième couche, si elle est mince, on peut l'avoir superposée avec la deuxième couche, d'accord. Donc ici on parle de l'effet de la couche mince, d'accord. Donc la couche mince, on ne peut pas la distinguer parfois. Donc si vous avez une couche mince, d'accord, ici, vous pouvez parfois avoir un petit décalage donc, entre V3 et V2, d'accord, sur le graphique. Et on peut même ne pas distinguer cette couche mince, d'accord. Donc c'est juste une remarque pour vous dire que les couches minces peuvent être trompeuses sur l'enregistrement d'une sismique réfraction. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc je vais arrêter l'enregistrement ici et je vous dis au revoir.